Bonjour à tous. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer le webinaire. Donc tout d'abord, je tenais à tous vous remercier donc de vous être inscrits à ce webinaire. Donc petite présentation, je m'appelle Manon Dalpon, je travaille actuellement chez Sogecap. Et donc l'objet du webinaire, c'est de vous présenter les travaux que j'ai réalisés durant mon mémoire et mon année d'alternance donc chez Sogecap, durant laquelle j'ai écrit mon mémoire donc, qui s'intitule « Construction d'une table de mortalité d'expérience en assurance emprunteur ». Donc au niveau du déroulé de la présentation, on aura une première partie qui reprendra le contexte et les enjeux du mémoire. Ensuite, on fera un petit point sur la construction de la base de données qui est important pour construire la table de mortalité. On aura une partie modélisation et enfin, on fera une conclusion sur les résultats et conclusion globale de l'étude. Donc, du point de vue du contexte et des enjeux du mémoire, donc tout d'abord, l'assurance emprunteur, en termes de volume de primes, on est à 9,4 milliards de primes en 2018 qui sont détenues à 88% par les banques. Donc, sur ce type de contrat d'assurance, sous solvabilité 2, les assureurs doivent se couvrir contre différents risques. Les deux risques majeurs sont le risque de rachat et le risque de mortalité. Donc, dans ce cadre-là, on va uniquement étudier le risque de mortalité. Donc, ce risque de mortalité, comment l'assureur va le quantifier ? Donc, ce risque, il intervient dans le cas où un assuré va décéder durant le remboursement de son prêt. Donc, dans le cas du décès, l'assureur va devoir rembourser une certaine somme à la banque, par exemple. Donc, c'est ici qu'entre en jeu le risque qui est sous-entendu par l'assureur, donc le risque de mortalité. Et donc, à ce titre, l'assureur va devoir estimer des prestations probables à verser en cas de décès. Donc, ces prestations probables, pour pouvoir les calculer, l'assureur doit être à même de connaître la probabilité de décès de chacun de ses assurés dans son portefeuille. Donc, c'est dans ce cadre qu'entrent en jeu les tables de mortalité. Donc, il existe des tables de mortalité réglementaires qui sont construites à partir d'une population globale. Le problème est que ces tables de mortalité, elles sont estimées donc sur une population globale, tandis que l'assureur, il a une certaine sous-population dans son portefeuille qui peuvent avoir des risques drastiquement différents par rapport à une population globale. Donc c'est pourquoi un assureur va préférer construire sa propre table d'expérience pour être à même de quantifier au mieux les risques pour lesquels il doit se couvrir et donc être à même de calculer au mieux ses prestations probables. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va construire une table de mortalité pour refléter au mieux la mortalité du portefeuille. Donc au niveau de la problématique du mémoire, donc tout d'abord, ce mémoire il a été écrit donc dans la direction des risques et supervision actuarielle de Sogecap. Donc le premier objectif, ça a été de créer une table de mortalité pour les besoins de la direction. Et le second a été de voir si le pouvoir de prédiction de la table de mortalité, il pouvait être amélioré ou non en utilisant des méthodes de plus en plus complexes. Donc, ça va être tout le déroulé de la présentation, c'est qu'on va partir d'une méthode classique pour estimer et construire une table de mortalité. Et au fur et à mesure, on va complexifier les méthodes et voir si on obtient des résultats plus ou moins performants par rapport au modèle de base. Mais avant cela, il faut construire une base de données fiable sur laquelle sera estimé les différents taux de mortalité. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante, donc niveau construction de la base de données. Donc, tout d'abord, un petit point sur le produit sur lequel sera construite la table d'expérience. Donc, c'est un produit d'assurance emprunteur qui est adossé à un prêt personnel immobilier qui couvre la garantie décès. Donc, que couvre cette assurance? Donc, en cas de décès, l'assureur va rembourser le capital restant du prêt. Donc, ça, c'est au niveau du produit et de la garantie qui est couverte. Maintenant, pour construire une table de mortalité, on a besoin de deux éléments. Des assurés exposés au risque de décès d'un côté et des assurés sinistrés pendant une période donnée, donc qui sont décédés pendant le remboursement de leur prêt. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le produit ici étudié, ces deux informations sont présentes dans deux bases distinctes. Donc, on appellera d'un côté la base des adhésions, donc
qui reprend l'exposition des assurés, et de l'autre côté, la base des sinistrés. Donc, au niveau de la base des adhésions, elle se représente sous forme de flux de primes mensuels, donc c'est-à-dire pour chaque prime versée par l'assuré, on retrouve ses caractéristiques mois par mois. C'est à partir de cette base-là qu'on va pouvoir calculer combien de temps l'assuré a été exposé au risque de décès sur une période d'observation donnée. Et de l'autre côté, on a donc la base des sinistrés. Notre base des sinistrés, c'est un flux de gestion, donc c'est-à-dire que dès lors qu'un assuré décède et est comptabilisé en gestion, on a le montant de prestation qui a été payé à ce titre et quel assuré est décédé dans notre portefeuille. C'est à partir de cette base de données-là qu'on va pouvoir déterminer sur quelle période d'observation on va pouvoir construire notre table. Donc, pour déterminer la période d'observation idéale, on a besoin de deux éléments. Donc, tout d'abord, d'avoir suffisamment d'assurés sinistrés par âge. Donc, pour cela, on va utiliser le critère qui s'appelle le critère de Cochrane, qui nous indique un nombre minimum de décès par âge pour être à même de construire une table de mortalité. Et le deuxième point, c'est d'avoir un recul suffisant sur la dernière survenance des sinistres. Donc, c'est-à-dire que on veut considérer un maximum de sinistres survenus. Donc, pour cela, on va avoir un recul d'au moins 1 an ou 1 an et demi après la dernière survenance pour être à même de connaître tous les sinistres qui sont survenus. Donc, dans le cas de ce mémoire, la dernière extraction de la base des sinistrés, elle a eu lieu le 30 juin 2019. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de conserver les données de 2015 à 2017. Donc, c'est-à-dire qu'au 30 juin 2019, on avait un recul d'1 an et demi par rapport à la dernière survenance possible du dernier sinistre, ce qui nous permettait de prendre en compte tous les sinistres survenus et plus aucun sinistre n'aurait dû être déclaré après cette date du 30 juin. Donc, une fois qu'on a nos deux éléments d'un côté et de l'autre, l'objectif, donc pour construire la table de mortalité, il faut rassembler ces deux éléments. Et donc, on va essayer de trouver un identifiant entre ces deux bases de données pour avoir les informations du même côté. Donc, on va chercher à rapprocher chaque sinistré de leur adhésion. Donc, la petite particularité donc, de notre produit, c'est qu'on n'a pas d'identifiant commun unique entre ces deux bases de données. Donc, il y a eu tout un travail sur la base de données pour être à même de rapprocher l'ensemble des sinistrés de ces adhésions. Donc, tout d'abord, le premier travail, ça a été de retravailler un petit peu la base des adhésions, notamment sur les différentes variables qui sont disponibles. Donc, par exemple, le nom de la personne, le prénom, la date de naissance. Donc, ça a été un travail assez conséquent pour être à même d'identifier chaque assuré sur chacun des prêts et d'avoir un nom unique pour chacune de ces personnes-là. Le second point, ça a été de rapprocher donc chacun des sinistrés à son adhésion. Donc la première étape, ça a été d'utiliser comme identifiant commun le nom, le prénom et la date de naissance, qui sont des données plutôt fiables une fois qu'on a étudié la fiabilité de ces dernières, pour être à même de rapprocher chaque sinistré de son adhésion. Et au fur et à mesure, on a ajouté d'autres variables telles que un identifiant prêt ou encore le sexe ou des étapes manuelles qui ont permis au final de rapprocher l'ensemble des sinistrés de leurs adhésions. Donc une fois qu'on a pu retrouver chaque sinistré dans la base des adhésions, donc en termes de nombre, on a voulu aussi vérifier en termes de montant. Donc c'est-à-dire que la prestation versée en gestion correspondait bien au montant du capital restant dû de la personne de l'autre côté. Donc cette vérification en montant, elle a permis de bien s'assurer que chaque personne était bien alignée avec ses caractéristiques adhérents d'un côté et de l'autre. Donc, une fois qu'on a obtenu une base finalisée, on va pouvoir commencer à appliquer les différents modèles de construction de l'étape de mortalité. Et donc, ces particularités de construction de la base de données, c'est des étapes qui sont indispensables
pour avoir une base de données propre sur laquelle sera estimé les taux de mortalité. Donc maintenant, si on passe au côté modélisation, donc comme je disais en introduction, on va partir d'un modèle le plus simple possible et au fur et à mesure, on va complexifier les méthodes et voir si le modèle est plus performant ou non. Donc le premier modèle que l'on va étudier, c'est les modèles dits classiques de mortalité avec les estimateurs de Kaplan-Meier et estimateurs de Hum. Donc, l'estimateur de Kaplan-Meier, le principe, c'est de compter le nombre de survivants, le nombre de décédés, le nombre d'individus censurés à chaque temps de décès. Donc ici, on va directement estimer la fonction de survie donc des individus. Et en parallèle, l'estimateur de Hum, le principe, c'est de compter le nombre d'assurés décédés, le nombre d'assurés exposés au risque sur chaque intervalle constant de 1 an. Donc ici, on va directement estimer la probabilité de décès des assurés d'âge X. La principale différence entre ces deux estimateurs est l'assiette de calcul sur lequel se fait le calcul du nombre de décès. Donc le premier effet qu'on a voulu voir et la première la complexité imposée dans le modèle, ça a été de voir si la richesse pouvait avoir un impact sur la mortalité. Donc on peut se dire que les personnes qui sont plus riches, donc potentiellement qui empruntent plus, à qui il reste plus à rembourser, sont peut-être à même de décéder moins que les autres en moyenne. Ce qui pourrait nous faire dire cela, c'est l'accès aux soins, les capacités d'emprunt. Si on a des capacités d'emprunt de montant important, on suppose que la personne est plus riche, a plus accès aux soins et vit dans un environnement plutôt mieux qu'une autre personne, par exemple. Donc, pour voir cet effet richesse, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une pondération par les capitaux restendus dans le calcul des taux de mortalité pour voir si il y avait un impact significatif ou non. Et enfin, pour choisir entre différents modèles, on définit un indicateur de choix entre les différents estimateurs. Donc pour cela, on s'est basé sur le SMR, donc qui est défini comme le ratio du nombre de décès observés sur le nombre de décès attendus. Donc ce ratio, il peut aussi être évalué en montant, donc c'est-à-dire les prestations versées sur les prestations attendues. Donc une fois qu'on a défini un petit peu la théorie des modèles, on va pouvoir les appliquer sur notre base de données précédemment construite. Donc la première étape, c'est d'estimer les taux bruts de mortalité sur la plage d'âge de 35 à 70 ans. Donc cette plage-là, elle a été estimée et définie grâce aux critères de Cochrane. Ensuite, on a appliqué différentes méthodes de lissage, donc la méthode de Whittaker-Anderson, puis McCam. Et enfin, prolonger la table les taux bruts à partir des tables de référence. Au niveau des résultats, donc déjà, on va pouvoir comparer les estimateurs de Kaplan-Meier et les estimateurs de Hum. Donc, si on regarde sur le tableau, on voit que le SMR de Kaplan-Meier et de Hum sont significativement identiques à 95% et 96%. Également, en regardant les intervalles de confiance, on voit qu'ils sont plutôt proches. Ensuite, ce que l'on peut voir, c'est donc est-ce qu'on a un effet richesse ou non. Donc, si on regarde sur le graphique à droite, on voit que les taux bruts estimés à partir de la méthode pondérée et non pondérés sont pas significativement différents, ce qui s'illustre également sur le ratio SMR. On est à 95% avec un taux pondéré et 96% avec un taux non pondéré. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que l'ajout de pondération par les capitaux restendus ne permet pas de mieux s'ajuster en nombre de décès prédits. Et enfin, donc, ce que l'on peut aussi conclure, c'est que les taux construits par la méthode de Hum et Kaplan-Meier ne sont pas significativement différents et au final, on peut retenir la méthode de Hum comme étant la plus adaptée pour prédire la mortalité observée. Donc ici, on a un modèle de mortalité qui donne des résultats plutôt confortants
Et on va essayer de le complexifier davantage et voir si on ne peut pas rajouter d'autres effets que la richesse, par exemple, notamment en utilisant certaines variables discriminantes. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir faire dans ces modèles suivants. Donc, tout d'abord, pour voir quelles variables on pourrait intégrer dans notre modèle, on va faire une analyse du portefeuille du côté des adhésions et des sinistrés. Donc ici, par exemple, ce que l'on peut voir sur le tableau, c'est qu'on a tendance à avoir plus d'hommes sinistrés que de femmes, que les sinistrés ont tendance à emprunter moins que la base globale, 104 millions contre 104 000 pardon, et 127 000. Également qui ont une durée initiale de prêt inférieure par rapport à la base des adhésions, qu'ils ont tendance à être plus surprimés les sinistrés par rapport aux adhérents, et enfin qu'ils ont une ancienneté dans le portefeuille supérieure également aux adhésions. Donc ce que ces variables nous disent ici, c'est qu'on pourrait avoir des effets de différentes variables sur notre mortalité. Maintenant, il reste à pouvoir l'observer et la quantifier et pouvoir le retranscrire donc sur les taux de mortalité calculés. Donc c'est ce qu'on va voir ensuite. Est-ce que ces variables jouent un rôle significatif sur la mortalité du portefeuille? Donc d'un point de vue théorique sur l'intégration de certaines variables explicatives dans les modèles, on a deux modèles différents. Donc le premier, c'est un modèle semi-paramétrique, le modèle de Cox, qu'on pourrait définir d'un degré de complexité moyenne. Donc son principe, c'est de calculer une mortalité de référence sur un individu de référence et de calculer des coefficients sur chacune des variables explicatives pour pouvoir adapter la mortalité de référence selon les caractéristiques individuelles. Donc c'est ce qu'on voit sur la formule. On a H0 de t, donc la mortalité de référence, et en fonction des caractéristiques individuelles, on va venir ajuster cette mortalité de référence selon les coefficients qui seront estimés par le modèle. Donc ici, avec ce modèle, on a un effet multiplicatif par rapport à la mortalité de référence. Et ce modèle-ci, il suppose une hypothèse de proportionnalité par rapport entre les individus. Ensuite, une seconde particularité, donc c'est pas un nouveau modèle, mais une amélioration du modèle de Cox, c'est dans le cas où on a des variables qui peuvent dépendre du temps. Donc, par exemple, dans l'analyse du portefeuille, on a vu que l'ancienneté pouvait avoir un impact sur la mortalité. Le problème est que l'ancienneté, elle évolue au fil du temps, au fil des mois, au fil des années. Donc, pour pouvoir ajouter cette variable dans le modèle, on va procéder à une modification de la base de données pour pouvoir rendre indépendante du temps cette variable. Pour cela, on a une petite procédure qui permet de modifier la base de données et qui rend indépendant du temps les observations, sans changer l'exposition des personnes dans le portefeuille ni le nombre des décès. Et enfin, on a un dernier modèle, donc le modèle AFC, Accelerated Failure Time, qui est d'une complexité plutôt forte et qui est un modèle totalement paramétrique. Donc ce modèle, il impose une loi de distribution à la durée de survie, tandis que dans les modèles précédents, on n'imposait aucune loi de distribution sur la survie. Et ici, donc, chacune des variables explicatives que l'on va entrer dans le modèle, elle aura un effet directement multiplicatif par rapport à la durée de survie. Donc, c'est-à-dire que telle caractéristique va accélérer ou décélérer la survie par rapport à l'individu de base. Donc, une fois qu'on a présenté ces modèles, on va déterminer quelle variable il va être pertinent d'introduire dans le modèle par rapport aux variables présentées précédemment. Donc pour cela, pour choisir nos variables explicatives, on a trois différents critères. Le premier, c'est le test du log-rank. Donc le principe, c'est si on a deux échantillons, par exemple des hommes et des femmes, d'étudier si la fonction de survie des hommes et la fonction de survie des femmes est significativement différente ou non. Si elle l'est, alors on va introduire la variable, sinon on n'introduira pas la variable dans notre modèle.
Le deuxième point, c'est d'étudier la significativité des variables, donc directement soit dans le modèle de Cox, soit dans le modèle AFT. Et enfin, le dernier point, c'est de regarder par rapport à un arbre de décision. Donc le principe de l'arbre de décision, c'est de partir de la population globale et d'utiliser le modèle de Cox en ajoutant au fur et à mesure chacune des variables explicatives et en retenant la variable qui est la plus segmentante en termes de mortalité. Et au fur et à mesure où l'on descend les branches, on fait ce travail-là. Donc, c'est-à-dire qu'on prend la variable qui segmente le plus en termes de mortalité. Donc, ce qu'on peut voir sur cet arbre, donc on a la variable code sexe, donc c'est le sexe, être un homme ou être une femme, qui est la variable la plus discriminante en termes de mortalité. Donc ensuite, si on descend à gauche sur notre arbre, on aura les femmes et à droite, on aura la population d'hommes. Ensuite, la seconde variable, c'est classe sur prime. Donc classe sur prime, c'est une indicatrice qui indique si l'individu est surprimé ou non. Donc des deux côtés, qu'on soit un homme ou une femme, la deuxième variable la plus segmentante, c'est le fait d'être surprimé ou pas. Ensuite, donc si on descend au troisième niveau, du côté des femmes, on aura la variable classe quotité. Donc classe quotité, ça indique si la personne est assurée à 100% ou non. Tandis que du côté des hommes, on aura la variable classe duration, donc qui est un indicateur sur la durée du prêt. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'au niveau 3 de notre arbre de décision, les variables ne sont pas équivalentes selon si on est une femme ou selon si on est un homme. Donc, c'est ce critère-là qui va nous permettre de dire que on va s'arrêter au niveau 2 et retenir uniquement les variables sexe et surprime pour introduire dans notre modèle. Donc, comme la mortalité est différente selon si on est une femme et selon si on est un homme. Donc, c'est ce critère de choix qui nous a permis de conserver uniquement ces deux variables. Et le deuxième point aussi important qu'on peut voir avec cet arbre, c'est que au fur et à mesure où on descend dans les branches, on a de plus en plus petites populations, ce qui permettra pas forcément de construire des taux de mortalité corrects sur une population où on n'a pas assez de volume. Donc c'est par exemple le cas du rond rouge en bas, à gauche, qui correspond à la population des femmes surprimées, couvertes à 100% et empruntées sur une durée supérieure à 180 mois. Donc cette catégorie-là, par exemple, on a uniquement 2 personnes qui sont décédées pour une exposition de 4000 personnes. Donc ce qui est très peu qui est même impossible pour construire des taux de mortalité en ayant uniquement 2 sinistrés. Donc au final, les variables retenues ici, c'est le sexe et le fait d'être surprimé. Et en plus, on va retenir la variable ancienneté, mais qui n'a pas été introduite dans ce test de l'arbre, puisqu'elle dépend du temps, elle ne peut pas rentrer en compte dans ce critère de choix. Donc maintenant, on va pouvoir appliquer le modèle de Cox et voir un petit peu les effets de chacune des variables discriminantes. Donc, notre individu de référence, ça va être un homme non surprimé ayant une ancienneté supérieure à 2 ans. Donc, la variable sexe, ça nous permet de voir s'il y a un impact sur le fait d'être un homme ou une femme sur la mortalité. Le fait d'être surprimé ou non, ça peut traduire un effet de sélection médicale à l'entrée, ainsi que l'ancienneté dans le portefeuille. On peut s'attendre à ce que des personnes qui viennent d'entrer dans le portefeuille sont moins à même de décéder par rapport aux autres, puisqu'ils viennent d'être soumis à la sélection médicale récemment. Donc, ce qu'on obtient à partir du modèle de Cox, donc on a les coefficients suivants. Et en termes d'interprétation, on peut dire que par rapport à l'individu de référence, une femme a un risque de mortalité de 47% inférieur par rapport à cet individu. Le fait d'être surprimé, ça implique un risque de mortalité supérieur de 59%. Et enfin, un individu exposé avec une ancienneté inférieure à 2 ans, il a un risque de mortalité de 66% inférieur par rapport à l'individu de référence. Donc ici, le modèle de Cox nous permet bien de quantifier les effets de chacune des variables et chacune caractéristique par rapport à un individu de référence et de voir un petit peu lequel a le plus de poids par rapport à l'autre. Donc ici, par exemple, on voit que
que le fait d'avoir une ancienneté inférieure à 2 ans, ça a un impact significatif sur la mortalité. Mais ce qu'il faut tenir en compte, c'est que avec ce modèle de Cox et ces variables qui ont été sélectionnées, on va obtenir 8 courbes de mortalité distinctes qui sont estimées et qui après doivent rentrer en termes d'input, par exemple dans un modèle de projection pour calculer le best estimate. Donc ici, par rapport à notre modèle de classique de tout à l'heure, où on avait uniquement une seule courbe de mortalité. Ici, on a 8 courbes de mortalité. Donc, c'est également le cas pour le modèle AFT, où je ne présenterai pas les résultats, mais qui seront en annexe de la présentation. Les variations sont similaires à celui de Cox et les conclusions sont aussi également similaires. Donc maintenant, si on regarde par rapport aux résultats et la comparaison des différents modèles entre eux, donc, on va revenir à notre ratio SMR de tout à l'heure. Donc, on avait le SMR de à 96%. Avec le modèle de Cox, on est à 93% et 94% avec le modèle AFT. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'estimateur de est celui qui s'ajuste le mieux au nombre de décès. Ensuite, ce qu'on peut se demander, c'est qu'on a rajouté des variables discriminantes dans le modèle. Du coup, on pourrait vérifier le pouvoir de prédiction du modèle sur chacune de ces sous-catégories, que ce soit avec un estimateur de ou alors avec les modèles construits et dépendant des variables quantitatives. Donc, c'est ce qu'on a dans le deuxième tableau. Donc, si on regarde le cercle à gauche qui est notre population de référence, donc nos hommes non surprimés avec une ancienneté supérieure à 2 ans, on voit qu'avec un estimateur de on a tendance à sous-estimer cette population puisque le ratio est supérieur à 100 et on est à 118%. Et de l'autre côté, donc dans nos modèles qui intègrent ces variables discriminantes, on est à 91% et 89%. Donc ici, nos modèles intégrant des variables explicatives, ils ont un pouvoir de prédictif plutôt bon, notamment parce que c'est une catégorie où il y a beaucoup de volume d'assurés et beaucoup de sinistrés sur cette catégorie. En revanche, si on regarde une sous-catégorie où il y a moins de volume, donc par exemple c'est le cercle à droite, où on a les femmes surprimées avec une ancienneté inférieure à 2 ans. Donc ici on a moins de volume d'exposition et moins de volume de décès. Ce qu'on observe, c'est qu'avec un estimateur de on est plutôt correct à 99%. Tandis qu'avec le modèle de Cox, qui est censé prendre ces caractéristiques en compte, on est à un SMR de 201 et 208%. Donc ici, ce qu'on a illustré, c'est que les faibles volumes sur certaines sous-catégories expliquent les ratios qui peuvent être parfois largement éloignés de 100. Et enfin, ce qu'on peut étudier, c'est l'impact, les différentes modélisations et l'impact qu'elles peuvent avoir sur le calcul du best estimate. Donc ici, on a utilisé les différentes courbes de mortalité qui ont été estimées précédemment et étudié les variations sur le best estimate par rapport à la table de référence. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'avec le modèle de on est à plus 7%, plus 4 avec Cox et l'AFT à moins 4%. Donc ce qu'on observe, c'est que les variations qui sont induites sur la valeur du best estimate sont relativement faibles entre les différents modèles. Donc finalement, compte tenu du fait que nos modèles intégrant des variables explicatives sont d'une complexité assez forte et qu'on a 8 courbes de mortalité au final, on peut se dire qu'il vaut mieux, compte tenu des résultats et des observations faites, retenir le modèle de comme étant le modèle permettant de construire notre table de mortalité. Donc en termes de conclusion, la première étape, ça a été de créer une base de données fiabilisée pour être à même d'estimer les taux de mortalité sur une base correcte. Ensuite, on a essayé de voir si l'ajout de pondération des taux de mortalité par les capitaux avait un impact ou non, ce qui ne s'est pas révélé vrai. Enfin, on a intégré des variables dans les différents modèles, donc le sexe, le fait d'être surprimé, l'ancienneté, et cela à partir des modèles de Cox et d'AFT. Donc le premier effet et le premier intérêt de ces modèles, c'est de permettre de
quantifier, d'avoir un impact quantitatif des différentes caractéristiques individuelles. Mais on a obtenu des résultats peu satisfaisants qui sont liés au problème de volumétrie des sous-populations. Et donc enfin, on a vu que les différents taux de mortalité impliquaient de faibles variations sur le best estimate. Et in fine, le modèle de Hum est retenu donc pour sa facilité d'implémentation, sa courbe de mortalité unique et ses résultats plutôt performants. Au niveau des points d'amélioration, donc ce qu'on aurait pu faire, c'est ajouter des années supplémentaires afin d'augmenter les volumes. Et enfin, ça aurait été de définir un scénario qui obligerait à utiliser un taux individualisé semi-paramétrique, par exemple, plutôt qu'un taux unisexe construit sur une méthode classique. Je vous remercie pour votre attention et on va pouvoir passer aux questions. Alors, une question de Santiago. Bonjour, pas de variable âge des assurés. L'âge des assurés, il est sous-entendu dans la construction de la table de mortalité. On a bien des taux de mortalité qui sont par âge. Et donc, au final, c'est la variable, elle est sous-entendue, donc elle ne rentre pas en compte en tant que variable explicative dans nos modèles de Cox, par exemple, ou AFT. Une question de Benoît. Est-ce que votre mémoire a fait changer le provisionnement au sein de Sogecap? Alors, non, sachant que la table de mortalité, elle a été construite, donc comme je disais, par la direction des risques et supervision actuarielle. Ce qu'on est assuré, c'est que la table de mortalité qu'on a construite est cohérente avec celle utilisée actuellement, mais dans le cadre de la direction, cette table n'est pas utilisée actuellement et ne sera pas non plus certifiée. Une question d'Edouard. Le fait d'avoir choisi Hum ne provoque-t-il pas une injustice pour les petites populations qui pourraient peut-être bénéficier d'un rabais? Est-ce que tu pourrais compléter ta question par rapport au rabais? J'ai pas bien compris où tu voulais aller. Encore une question, Santiago. Prenez-vous en compte les cohortes? Non, c'est une table du moment et pas une table prospective. Question de Laurent. Bonjour et merci pour votre présentation. À quoi correspondent les données censurées du slide 9, des rachats et ou des données improbables? Quel taux de censure environ? Alors, si je reviens sur le slide 9... les données censurées. Les données censurées, donc oui, c'est toutes les personnes qui rachètent, dont c'est la fin du prêt aussi. Et ouais, c'est ça. Quel taux de censure? Là, je saurais pas vous dire, mais je n'ai pas en tête les chiffres. Alors, question d'Augustin. Bonjour, petite question d'ouverture. Avez-vous envisagé d'utiliser vos travaux dans le but d'estimer des quantiles et notamment rapprocher le quantile 99,5 du choc de la formule standard S2 par exemple? Alors, non. Non, on n'a pas envisagé ces travaux-là par rapport à... Non. Alors, je reprends la question d'Edouard. Si la mortalité calculée par d'autres méthodes que Hum dans certaines sous-catégories moins représentées était plus faible, peut-être Hum n'est pas parfaitement adapté. Avec Hum, on a une mortalité de base globale qui permet de ne pas avoir justement les effets des sous-populations. Tout est un peu agrégé entre guillemets. Par exemple, on pourrait se poser la question d'une segmentation homme-femme sur un taux de Admettons, donc ici c'est pas le cas dans notre portefeuille, on a plutôt
un équilibre entre le pourcentage d'hommes et le pourcentage de femmes. Donc, ce qu'on a étudié, par exemple, donc sur cette variable-là, c'est est-ce que faire un taux unisexe versus un estimateur de sur les femmes et un estimateur de sur les hommes avait un impact significatif et des ratios SMR significativement différents. Et la conclusion, ça a été que non. On obtient les mêmes ratios SMR que l'on fasse un taux unisexe ou qu'on différencie le taux par catégorie et par sous-population. Alors, question d'Adrien. Merci pour la présentation. Au final, ce que vous avez identifié dans vos différents modèles, n'est-ce pas juste l'effet de la sélection médicale et les populations identifiées comme à risque par une surprime? Alors oui, ça traduit bien l'effet sélection médicale et ça permet bien de voir que la sélection médicale a un impact assez conséquent et qu'il faut la prendre en compte dans la tarification, par exemple. Ce qui est lié donc à l'ancienneté et par rapport à la variable surprime. Ça permet aussi de quantifier à quel degré ces variables-là jouent un rôle dans l'estimation des taux de mortalité. Alors, bonjour, merci. Question de Rémi. Bonjour, merci pour votre présentation. Disposiez-vous d'une variable correspondant à la catégorie socio-professionnelle de l'assuré? Si oui, celle-ci ressortent-elles dans l'analyse de Cox? Alors, on avait la variable catégorie socio-professionnelle, mais on l'a pas utilisée, toujours à cause des problèmes de volume. On a essayé également d'utiliser des données géographiques, les régions par exemple, le fait d'être en Île-de-France ou non, et ça n'a pas donné de résultats satisfaisants en termes de significativité des variables. Donc on n'a pas vu d'impact significatif de ces variables-là sur l'estimation de la mortalité. Après, c'est toujours le problème d'ajouter des variables significatives dans le modèle. On a l'impact quantitatif, mais après, c'est compliqué que chacune des modalités soit significative et qu'on ait vraiment un impact réel sur la mortalité. Conséquent, du moins. Alors, question d'Augustin. 7% de variation des best estimates, notamment dans ces temps difficiles au regard de la solvabilité de certains assureurs, me paraissent importants. Comment cela a-t-il été reçu par votre hiérarchie? Donc c'est vrai qu'on a 7% de variation, donc c'est dans le cas du modèle de mais comme on a une variation dans le sens positif, donc ça veut dire que la table qui est utilisée actuellement, elle est plus prudente en termes d'estimation des sinistres que celle qu'on a construite ici. Donc en termes de solvabilité, on peut être assez satisfaisant par rapport à ce qui est utilisé actuellement. Et l'écart de 7%, pas significatif par rapport pour s'inquiéter un peu plus là-dessus. Question de Patrick. Bonjour, bravo pour votre présentation. En termes de périmètre emprunteur, s'agit-il de crédit classique et ou crédit renouvelable? C'est un crédit classique. Crédit classique, prêt immobilier, prêt personnel immobilier. Merci à toi, Augustin. Du coup, je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions. Si jamais il vous reste des questions, n'hésitez pas à me contacter via le site de l'Institut des Actuaires ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Merci encore.